Merci beaucoup David, merci, à l'association, Blockchain HEC Alumni dont on m'a dit le plus grand bien. Donc, merci pour votre présence ce soir. Je suis très heureux de faire cette présentation. Je vais essayer de vous présenter, durant 1 heure environ, la technologie Tezos, quelles sont ses particularités. On ne rentrera pas trop dans la technique, mais que vous ayez une idée, des avantages que vous pouvez avoir sur le protocole blockchain Tezos par rapport à d'autres technologies de blockchain. L'écosystème d'acteurs, qui composent et qui vont venir, enrichir, créer des business models sur Tezos et ensuite illustrer avec, des cas d'application, très concrets, dans différents domaines. Alors ce ne sera pas exhaustif, mais on va en prendre quelques-uns, je pense, qui feront aussi une base pour la discussion, qui s'ensuivra. Je vais vous partager une présentation. Faites-moi signe si, David, tu la vois correctement. Ouais, impeccable. Super, merci. Super. Tu as introduit, initialement donc, Tezos et Nomadic Labs, donc c'est un point qui est toujours important pour nous de rappeler, parce que c'est pas évident de savoir ce que c'est que Nomadic Labs dans cet univers. Alors effectivement, comme tu l'as dit, Nomadic Labs est un laboratoire de R&D, en logiciel distribué et en fait améliore, le protocole Tezos, donc ce qu'on appelle l'implémentation du protocole. On est basé à Paris, on est une soixantaine, et on est une filiale à 100 de la fondation Tezos, qui est une fondation, de droit suisse à but non lucratif, qui, finance, les entités de l'écosystème Tezos, comme Nomadic Labs. Et c'est dans ce cadre-là, donc chez Nomadic Labs que, à travers l'équipe, adoption, et support technique, on aide, des entreprises, à utiliser la blockchain publique Tezos. Hem Alors, qu'est-ce qu'on va voir? Donc, on va voir effectivement les aspects de la blockchain Tezos, un petit historique, les propriétés clés. Comment est-ce qu'on peut utiliser, la blockchain Tezos, dans un écosystème, business pour des applications concrètes et puis on va voir, ensuite avec les cas d'usage. Pour introduire la blockchain Tezos, je dirais que c'est une technologie, qui est alors built to last, c'est un slogan, mais derrière, il y a une spécificité qui est liée à la blockchain Tezos et qu'on va voir par la suite. C'est que c'est une technologie de blockchain qui est auto-amendable et donc qu'on peut mettre à jour d'une façon assez particulière qu'on va voir par la suite. Un petit historique sur Tezos. Donc, l'idée en fait, de Tezos en tant que protocole auto-amendable, en utilisant, des moyens de gouvernance, on-chain, date de 2014. C'est une idée qui a été, émise, par, Arthur Breitman, donc qui est un chercheur, d'origine française, qui a travaillé dans la finance, aux États-Unis notamment. Parmi les dates importantes à retenir, probablement l'ICO de Tezos ou en tout cas la levée de fonds qui a eu lieu, à l'été, 2017, qui a été une des plus importantes à l'époque puisque, la ce qui est ensuite devenu la fondation Tezos, s'est fait au travers d'une collecte de, 232 millions de dollars, qui permet aujourd'hui de financer, les développements du protocole Tezos, pour, un certain nombre d'années, et d'avoir, un écosystème assez soutenable, pour développer le logiciel. Nomadic Labs, a été créé en janvier 2018, initialement par une dizaine de personnes. Donc aujourd'hui, voilà, on est 60. C'est une entreprise qui a connu une très forte croissance. J'ai, à titre personnel, rejoint Nomadic Labs, fin 2019. Ce qui est important aussi de mentionner, c'est que ce qu'on appelle le mainnet, donc la blockchain Tezos, a été lancé en 2018. On a environ 2 ans et demi d'existence, bientôt 3 ans. Et en 3 ans, on a, déjà pu par 6 fois, modifier, le protocole blockchain, la version logicielle, de la blockchain Tezos. Alors, peut-être que ça ne parle pas à certains, cet enjeu de modifier la version logicielle de Tezos, mais je vais y revenir ensuite en expliquant, un petit peu la technologie. Il y a, 4, propriétés importantes à retenir, pour comprendre la blockchain Tezos. Et la première propriété, c'est le fait que Tezos soit, une blockchain publique non permissionnée, open source.
Alors, qu'est-ce que ça signifie? D'abord sur le terme public, une blockchain publique, c'est une blockchain sur laquelle on va pouvoir lire, toutes les informations, qui sont sur le registre, distribué. Contrairement à une blockchain privée où l'accès à ces informations-là, que ce soit des échanges d'informations ou des échanges de valeurs vont être privés. L'aspect, permissionné ou non permissionné vient du fait qu'on puisse participer ou non au consensus de la blockchain. Donc sur Tezos, on peut voir toutes les informations qui sont sur le registre et on peut également participer au consensus, c'est-à-dire, valider des blocs. Donc il y a des conditions qu'on va voir par la suite, mais c'est le principe. Donc Bitcoin, est une blockchain, publique non permissionnée. Toute personne, peut lire ce qui se passe sur la blockchain Bitcoin et toute personne peut commencer à produire des blocs s'il respecte les règles du consensus. Donc il faut télécharger, le logiciel, un logiciel de minage, et commencer à échanger de l'information avec le réseau, avoir une certaine puissance de calcul et produire des blocs. Donc, sur une technologie de blockchain, qui est, non permissionnée et publique, on va favoriser, la décentralisation du réseau, ce qui est extrêmement important parce que ça signifie que, on va pouvoir, transacter, envoyer de l'information ou de la valeur sur le réseau et on sait que le réseau a été organisé de telle sorte que des acteurs qui ne se connaissent pas n'ont pas intérêt à tricher, qui vont avoir intérêt à coopérer. Sur un protocole, comme Bitcoin, les acteurs ont intérêt à coopérer parce que s'ils ne coopèrent pas, du fait de la distribution du registre, en fait, un acteur qui essaye de tricher est rapidement repéré et alors, bah, toute l'énergie et toute la dépense, qui est mise, derrière cette énergie pour produire le bloc suivant, aura été perdue et donc économiquement, c'est désavantageux. Sur Tezos, le mécanisme, est un petit peu différent et on va le voir par la suite. Donc, ce que je voulais montrer à travers ce schéma, c'est que vous avez différents types de blockchains. C'est assez rare d'avoir des blockchains privées non permissionnées. Il y a quelques modèles hybrides comme ça, mais en général, on a je dirais une dichotomie assez claire entre les blockchains publiques non permissionnées et les blockchains privées permissionnées. Euh, voilà, grosso modo, que vous ayez une idée de l'aspect centralisation et décentralisation que recèle le choix technologique de la blockchain. Un deuxième élément qui est important et donc qui est lié à l'algorithme de consensus, c'est la preuve d'enjeu sur Tezos. Tezos est une blockchain qui utilise un algorithme de consensus par preuve d'enjeu, ce qui a plusieurs implications. Excusez-moi. Donc la première implication qu'on va avoir, c'est qu'est-ce que finalement le producteur de blocs met en enjeu pour avoir le droit de valider des blocs sur le réseau et qu'est-ce qu'il risque de perdre s'il triche. Alors, sur Bitcoin, puisque je parlais de Bitcoin, quelque part, ce qui met en enjeu, c'est le prix de l'électricité qu'il paye. Et donc, le prix de l'électricité, c'est un facteur qui, je dirais, est off-chain. Il y a un marché de l'électricité qui ne dépend pas du réseau Bitcoin. Donc, des mineurs peuvent avoir un prix de l'électricité différent selon l'endroit où ils minent. Et ils peuvent avoir une rationalité économique à tenter de tricher sur le réseau qui va être évaluée différemment selon le prix de l'électricité qu'ils vont payer. Sur Tezos, ce qui est mis en enjeu, c'est la valeur du token sous-jacent sur le réseau. Donc sur Bitcoin, vous avez le token Bitcoin, le jeton Bitcoin. Sur Tezos, vous avez le jeton Tez ou XTZ qui est utilisé pour payer les frais de service, les frais de transaction. Et ce qu'on demande en fait aux validateurs pour avoir le droit de produire des blocs sur la blockchain Tezos, c'est qu'ils mettent en enjeu un montant en thèse qui est fixé dans le protocole, qui est une constante qu'on peut modifier, qui est de 8000. Et en fait, ce qu'il fait, c'est que à chaque cycle du protocole, donc c'est comme ça, les périodes de validation sont découpées par cycle. Il y a une partie de son portefeuille qui est mise en enjeu. S'il se comporte bien, à la fin du cycle, le protocole rembourse ce qui a été mis en enjeu et ajoute à ça les frais de transaction qui sont collectés par le validateur qui a produit des blocs. Donc ça, c'est le schéma de la preuve d'enjeu.
Et vous avez ce schéma maintenant sur un certain nombre de blockchains. Il y a une variante à comprendre sur Tezos, c'est que ce n'est pas une simple preuve d'enjeu, une preuve d'enjeu déléguée. Là, c'est une preuve d'enjeu liquide. Alors vous avez une différence qui est importante d'abord, c'est que le set de validateurs n'est pas prédéfini dans le protocole. C'est-à-dire que, il y a des protocoles, à preuve d'enjeu délégué qui ont dit, par exemple: «Bah, on a 21 validateurs et c'est comme ça que fonctionne que fonctionne la blockchain», et donc ça a des enjeux sur la décentralisation. Sur Tezos, le set de validateurs n'est pas prédéfini. Aujourd'hui, on en a environ 415 ou 420, et en fait, on a potentiellement un nombre illimité de validateurs qui peuvent venir s'ajouter pour contribuer au consensus de la blockchain. Ensuite, on a un aspect de liquidité, alors qui se joue à plusieurs niveaux. Il y a d'abord un aspect important à comprendre, c'est que on a d'un côté les validateurs qui mettent en enjeu une somme en thèse qu'ils possèdent, donc qui est liée à leur compte de Baker. Donc c'est une adresse Tezos qui est sur la chaîne. S'ils se comportent mal, ils vont être slashés et les thèses qu'ils ont mis en enjeu vont être redistribuées aux participants, aux autres validateurs sur le protocole Tezos. Et il y a à côté de ça les détenteurs de thèses, vous et moi, qui ne produisons pas de blocs et qui avons un intérêt à double titre à déléguer ces jetons. Alors, on a un premier intérêt sur la délégation des jetons qui est un intérêt économique, parce que lorsque je délègue un jeton auprès d'un validateur, j'augmente son poids relatif sur la blockchain Tezos et donc sa propension à valider des blocs. Et donc, en échange, il va me rétribuer au prorata du montant en thèse que j'ai apporté en délégation. Donc ça, c'est une incitation économique. Il y a un deuxième type d'incitation qui est une incitation liée à la gouvernance, qu'on va expliquer par la suite. C'est le fait que comme on a de la gouvernance sur le protocole blockchain, en déléguant mes thèses, je peux participer à la gouvernance par l'intermédiaire de mon Baker selon une forme de démocratie représentative. Ce qui est intéressant aussi, c'est que lorsque je délègue des thèses, je ne fais pas un transfert de compte à compte des thèses que je possède vers le compte du Baker. C'est juste une signature que j'applique sur la blockchain et qui vérifie que j'ai bien un poids en thèse sur mon compte, que je délègue au compte du Baker pour augmenter son poids relatif sur la chaîne. De cette façon-là, lorsque le Baker se comporte mal, mon capital n'est jamais en risque. C'est uniquement les potentiels rewards, les potentielles rétributions qui sont liées à ce que j'ai apporté en délégation, qui sont en risque si le Baker triche. Donc ça, c'est un aspect important. Il y a une notion qu'il faut comprendre aussi dans la validation des blocs, c'est celle des endorsements. C'est qu'en fait, vous avez 33 acteurs qui sont impliqués dans la production d'un bloc, 33 bakers. Vous avez le baker qui produit le bloc, et vous avez 32 autres bakers qui vont endorser les transactions qui sont rangées dans le bloc, et donc qui vont faire cette vérification par rapport à la cohérence du registre blockchain. Vous avez enfin une autre spécificité qui découle de la preuve d'enjeu, c'est la consommation énergétique. Et là-dessus, je pense qu'on a été, en tout cas chez Tezos, assez surpris de l'évolution du débat sur la consommation énergétique des blockchains. Tezos a été pensé d'abord pour la gouvernance. C'est un sujet qui va venir assez vite sur la table et qui va être pris, à mon avis, au sérieux par beaucoup de protocoles blockchain au fur et à mesure que la technologie blockchain va arriver à maturité. Mais ce qui s'est passé ces derniers mois, c'est que c'est plutôt le sujet de la consommation énergétique qui est passé au premier plan. Et à ce titre, Tezos a fait figure d'exemple comme d'autres protocoles blockchain qui utilisent de la preuve d'enjeu. Un cabinet de conseil est en train de travailler actuellement sur le reporting RSE très précis de la consommation de CO2 de Tezos, avec une révision scientifique des résultats pour une publication, on l'espère, dans les prochaines semaines, ce qui permettra à des entreprises qui utilisent la blockchain Tezos de faire leur reporting RSE. Petite précision, vous avez un schéma sur la droite qui vous explique, qui résume ce que j'ai dit sur le système de délégation auprès du Baker. Donc vous avez là
des détenteurs de thèse qui délèguent leur stake auprès du baker qui va les rétribuer. Et vous avez en dessous des paramètres donc, qui sont liés au protocole, qui sont ceux de la rétribution, qui est de 40 thèses pour le baker, donc qui produit le bloc, et qui est de 1,25 fois 32 pour les 32 bakers qui endorsent les transactions. Donc on a une émission qui est planifiée de cette façon sur la blockchain Tezos, où à toutes les 60 secondes, vous avez 80 thèses qui sont émises sur le protocole Tezos. Ensuite, le protocole Tezos, et donc c'est là le cœur, c'est la raison d'existence de Tezos, c'est le fait qu'on puisse auto-amender le protocole blockchain avec un système de gouvernance on-chain. Alors, l'idée, c'est que, comme je l'expliquais précédemment, vous avez deux incitations pour déléguer vos thèses. La première est économique et l'autre, elle est politique ou elle est liée à la gouvernance. C'est le fait que vous avez un droit de vote latent derrière chaque thèse, et pour exercer ce droit de vote, il faut les déléguer auprès des validateurs qui, eux, vont appliquer les droits. Le protocole Tezos a été pensé pour être auto-évolutif et que les nouvelles versions du logiciel soient rétrocompatibles avec les anciennes. Donc il y a un shell protocole, comme ça qu'on l'appelle, qui régit ces différentes versions et qui permet de mettre à jour le protocole sans dépendance au hard fork. Peut-être peut-on commencer par le schéma de droite, donc dans le sens inverse de la lecture. Lorsque vous souhaitez faire évoluer un protocole blockchain traditionnellement, si vous voulez faire de vraies évolutions, vous devez dire à un moment donné à vos validateurs, aux entités qui produisent les blocs, maintenant, il faut migrer, il faut abandonner cette ancienne version avec ses anciennes règles et passer sur une nouvelle version du protocole. Donc ça a des impacts très forts, d'abord pour la communauté des mineurs, qui peuvent avoir un avis personnel sur la technologie et sur cette nouvelle version logicielle. Ça a un impact pour toute l'infrastructure qui maintient la blockchain, qui doit passer d'une version logicielle à une autre. Pour tous les services qui ont été déployés sur la précédente version logicielle, qui doivent voir s'ils migrent sur la nouvelle. Et in fine, pour les utilisateurs du protocole qui ont déployé des smart contracts sur l'ancienne version logicielle. Tout ça, ça induit un risque opérationnel qui est énorme pour l'utilisation notamment d'entreprises de ces protocoles blockchain. Et donc, vous avez un vrai enjeu lorsque vous souhaitez passer d'une version à l'autre, c'est d'arriver à gérer les hard forks. Donc, le passage d'une version à une autre du protocole blockchain. Sur Tezos, on a cette possibilité de passer naturellement d'une version à l'autre. Et donc, on s'est dit, on va rajouter un protocole de gouvernance sur la chaîne pour régir les interactions entre les différentes entités qui peuvent avoir leur mot à dire sur l'évolution de la blockchain et de ses services, donc à savoir les core developers, les producteurs de blocs, les entités qui maintiennent les infrastructures et les utilisateurs finaux. Et de cette façon-là, on a créé une gouvernance on-chain qui se fait en 5 étapes, donc avec des votes qui se font directement sur la blockchain. Alors, on a une période de proposition où toute équipe de développeurs peut proposer des amendements au protocole. On a une première phase exploratoire où les bakers, donc qui ont concentré des droits de vote en thèse, vont appliquer leurs droits, vont dire oui, non, passe, vont ne pas voter. Et on a un système de seuil qui est basé sur un quorum et une supermajorité. Si on atteint ces deux contraintes, alors on passe à une période de test qui dure environ 21 jours, qui est publique, où on teste tout simplement la solution, et à nouveau on vote. Et de cette façon-là, on arrive à coordonner les différents acteurs qui utilisent la chaîne et qui maintiennent l'infrastructure technique pour passer d'une version à l'autre. Alors, peut-être on a des exemples sur ce qu'on a pu modifier sur le protocole Tezos. On a déjà fait 6 amendements sur le protocole Tezos. Le premier a eu lieu en mai 2019.
On a modifié des choses assez simples pour ce premier amendement, c'était des constantes. Donc par exemple la limite de gaz ou ce qu'on appelle la roll size. Donc en fait le rouleau, c'est la somme qui est mise en enjeu par le validateur pour avoir le droit de produire des blocs, donc bakés, mais également endorser les transactions qui sont dans les blocs sur Tezos. Donc c'est relativement simple. Mais ensuite, on a fait beaucoup plus compliqué. Lors de la seconde mise à jour du protocole, on a carrément modifié l'algorithme de consensus. Donc, ce qui régit l'échange d'informations entre les validateurs sur la blockchain Tezos. On a réussi à le faire sans arrêter la blockchain, sans hard fork, et de façon complètement fluide. Et de cette façon-là, et au fur et à mesure des autres amendements donc, qui ont consisté en des changements de limite de gaz, d'optimisation des coûts de storage sur la blockchain, on a montré que c'était possible et qu'on maîtrisait cette technologie. Et de cette façon-là, on avait un avantage énorme, c'est que bien qu'on se soit lancé en 2018, on a désormais la possibilité environ tous les 3 mois d'ajuster les paramètres sur la blockchain, sur les frais de transaction, sur l'optimisation du storage, encore une fois, un sujet sur lequel on travaille énormément pour que le protocole soit scalable, qu'il puisse y avoir beaucoup d'utilisateurs et beaucoup d'échanges d'informations à des frais qui restent bas. On peut aussi reprendre des innovations d'autres protocoles blockchain comme Zcash. Donc ça, c'est ce qu'on a fait lors d'un amendement qui a eu lieu en février. C'est qu'on a repris le protocole Sapling qui gère les preuves à divulgation nulle de connaissances du protocole Zcash. Et on les a réimplémentés dans des bibliothèques de smart contracts Tezos pour avoir la possibilité de faire des échanges privés sur chaîne publique. Donc l'idée derrière, ce n'est pas de devenir un privacy coin, c'est d'offrir la possibilité à des acteurs qui sont des acteurs de la finance régulée, qui ont des contraintes en termes d'intégrité de marché et des informations explicites qu'ils peuvent mettre ou pas sur blockchain, de pouvoir faire des échanges en bénéficiant à la fois de la profondeur de marché d'une blockchain publique et également de ses fonctions de privacité, si je puis me permettre ce terme, sur la blockchain publique. On a notre prochain amendement qui est Grenade, qui a été injecté. Les votes vont débuter là pour la première phase. Et dans Grenade, on va changer à nouveau l'algorithme de consensus. Donc on va passer de EMI+ à EMI star. Et EMI star va nous permettre de diminuer le temps d'émission des blocs de 60 secondes à 30 secondes. On va encore faire des modifications importantes tout au long de l'année sur l'algorithme de consensus, notamment pour, à la fin de l'année, avoir la possibilité d'avoir une finalité sur les transactions qui soit d'environ 5 secondes, c'est-à-dire le temps à partir duquel on est certain que la chaîne ne pourra pas se réorganiser. Ça, c'est hyper important parce que lorsqu'on est un exchange ou lorsqu'on fait tourner des services en blockchain sur Tezos, on a besoin d'avoir cette certitude assez rapidement pour settler les transactions entrantes ou les transactions qui se font avec notre smart contract. Ça, c'est un élément important à prendre en considération. Et enfin, on peut procéder à de la vérification formelle de smart contract sur le protocole Tezos. C'est une fonctionnalité que je vais expliquer. La vérification formelle de smart contract, elle est faite sur Tezos grâce à notre interpréteur qui s'appelle Michelson. Donc sur Ethereum, vous avez l'Ethereum Virtual Machine qui a certaines propriétés. Michelson en a d'autres. C'est un interpréteur qui fonctionne avec un langage bas niveau qui permet en fait de faire de la vérification formelle sur des langages de plus haut niveau, donc par exemple un équivalent Python qui va compiler sur Michelson et qui va permettre de vérifier
le comportement du code qui a été écrit en Python. Donc pour ce faire, on utilise de la vérification formelle. Tezos n'a pas inventé la vérification formelle, c'est une discipline à mi-chemin entre les mathématiques et l'informatique qui est utilisée dans certains domaines stratégiques comme l'aérospatial ou le nucléaire, et qui demande de créer un cahier des charges à côté de votre smart contract où vous définissez des spécifications formelles et des propriétés à vérifier. Et sur Tezos, vous allez vérifier ces propriétés sur Michelson avec des outils qui ont été créés pour ce faire. Et vous allez vérifier que chaque ligne de code exécute conformément les spécifications qu'on a définies dans le cahier des charges. Ils vont vérifier ces propriétés mathématiques. Donc, ce n'est pas un audit de code en soi, c'est une façon de s'assurer du comportement du smart contract lorsqu'il tourne en production et pour donner des garanties de sécurité supplémentaires. L'audit qui va être fait, il va être fait effectivement sur le smart contract, il va être fait également sur l'infrastructure, sur la façon dont est managé le smart contract, et donc il va considérer d'autres aspects. Et évidemment, lorsqu'on fait une spécification, une vérification formelle de smart contract, ensuite, il ne faut plus toucher le smart contract. Il faut arrêter exactement tout ce qu'on a écrit dans le smart contract. Donc ça, c'est un autre aspect qui est très important sur Tezos à prendre en considération pour avoir certaines entités régulées qui utilisent des smart contracts qui vont transacter des montants très importants sur le long terme. On peut passer donc à la partie écosystème de Tezos. Tezos aujourd'hui, c'est une quinzaine d'équipes sur 5 continents. Donc on a différentes entités. Certaines sont des filiales de la fondation Tezos qui ont des rôles différents. Donc Nomadic Labs est un laboratoire de recherche et développement. Tezos Ukraine, par exemple, est une entité Tezos qui est en Ukraine qui travaille beaucoup sur les aspects pédagogiques, la création de programmes de formation, la création de hackathons sur Tezos. On a des entités comme Obsidian Systems qui produisent des outils, par exemple comme l'outil Kiln, qui est un assistant pour les bakers. Et de cette façon-là, on peut dire que bien que le projet Tezos ait été fait à l'origine, ait été pensé par un Français, bien que l'essentiel de la recherche et développement soit aujourd'hui en Europe, c'est un protocole qui est mondialement utilisé et qui a des objectifs à l'échelle mondiale. Donner quelques informations sur la fondation Tezos. Comme je le disais, c'est une fondation de droit suisse à but non lucratif. Aujourd'hui, la fondation a un petit peu plus d'1 milliard de dollars en réserve pour financer à la fois les entités qui vont développer le code, les outils, l'animation communautaire sur Tezos, également les projets qui se déploient sur Tezos, qui ont besoin d'une allocation, d'une aide dans le cadre d'une migration, par exemple, d'un protocole tierce vers Tezos. Une information importante à ajouter, c'est que la fondation Tezos est une des rares fondations blockchain à être auditée par un Big Four comme PwC. Donc les comptes sont audités et on a des rapports biannuels qui sont sortis très précisément sur l'utilisation des fonds. Pour donner 3 points importants sur Nomadic Labs, on est une équipe de 50 ingénieurs, dont 42 docteurs. Très proche de la recherche fondamentale en informatique qui est menée dans les milieux académiques, très proche de l'INRIA. On a intégré la chaire blockchain polytechnique. On travaille aussi avec le CEA List notamment.
Et on fournit un support technique gratuit pour le déploiement de projets. On a également mis en place des collaborations avec un certain nombre d'acteurs dans le domaine du conseil juridique, de l'intégration technique, de la fourniture d'infrastructures et des fonds d'investissement également. Je voudrais juste illustrer au travers d'un schéma comment est-ce qu'on se positionne sur un projet blockchain. En fait, on va articuler ces différents acteurs qui sont partie intégrante de ce qu'on appelle notre écosystème. Et nous, ce qu'on va fournir directement, c'est du support technique gratuit aux personnes qui sont chargées des développements techniques sur la couche applicative. On va rester, nous, au niveau du protocole. On ne va pas internaliser tous les développements chez Nomadic Labs, parce que sinon, on ne serait pas scalable pour adresser les besoins techniques de différentes industries qui ont des cas d'usage métier très différents. Et c'est de cette façon-là qu'on passe à l'échelle. Je propose de passer à des cas d'usage, donc dans différentes catégories. Peut-être commençons par la DeFi. Alors, on a un écosystème DeFi qui est en train de s'étoffer. On a une croissance organique qui est exponentielle actuellement sur Tezos. Donc ça, c'est très positif. On voit beaucoup de projets qui sortent sans qu'on soit au courant de l'initiative. J'aimerais donner quelques exemples de concepts DeFi. Je ne sais pas à quel point l'audience est avertie ou pas sur Alors, moi, j'en ce profite sujet-là. justement pour Oui, préciser qu'on a une conférence thématique sur la DeFi jeudi prochain. Et, d'accord. et donc, on a abordé ces sujets DeFi au cours des dernières conférences, mais si tu veux, je te laisse juste rappeler en deux mots en quoi ça consiste, peut-être. Oui, tout à fait. Alors, la DeFi, donc c'est la finance décentralisée, et ce sont des services décentralisés de finance qui permettent à toute personne qui possède un compte sur la blockchain d'utiliser ces services. Donc, c'est très inclusif, c'est très transparent. Vous pouvez suivre tout au long de la transaction ou des appels que vous faites au smart contract, ben, l'état sur la chaîne, si votre transaction est en attente, si elle est exécutée, ce qui s'est passé. Vous pouvez voir le code qui a été déployé. Ça répond à de réels enjeux financiers. Aujourd'hui, on a des services financiers traditionnels qui sont relativement opaques pour certains dans la façon de fonctionner. Vous avez des phénomènes de cartélisation aussi dans la finance traditionnelle qui sont, je pense, limités par le caractère open source des développements en finance décentralisée, où il est relativement facile de prendre un projet, de le répliquer, de l'améliorer et de le proposer ensuite à un réseau d'utilisateurs potentiels. Donc ça répond à de réels enjeux. Vous avez aussi les enjeux temporels sur l'envoi d'une transaction. Aujourd'hui, si vous voulez faire un virement vers la Chine en monnaie fiduciaire, vous pouvez attendre 5 à 7 jours avant qu'il soit reçu. Et puis, si la banque ne vous connaît pas, elle peut aussi renvoyer le virement. Et donc, ça risque d'embêter le fournisseur à payer si c'était un fournisseur, par exemple. Sur une blockchain, bon, ben voilà, c'est fait selon le temps que met un bloc à se produire et les frais que vous êtes prêt à payer si vous souhaitez être exécuté plus rapidement. Donc en soi, la blockchain est une fonction de finance décentralisée, le fait de pouvoir envoyer de la valeur de compte à compte. Et par-dessus, vous avez des services plus élaborés qui se sont construits et qui remplacent certaines fonctionnalités de la finance traditionnelle. Un exemple qui est assez parlant, c'est celui du broker, l'intermédiaire que vous allez utiliser pour acheter sur les marchés financiers un titre, une valeur. Vous pouvez désormais le faire sur la blockchain sans passer par un exchange centralisé. Vous allez faire un swap d'actifs. Donc en fait, vous allez appeler la fonction d'un smart contract qui a des actifs en réserve et qui va vous les délivrer contre le vôtre. Et de cette façon-là, la valeur du contenu dans le smart contract va s'équilibrer. Donc, ce qui est intéressant dans la finance décentralisée, c'est que vous avez évidemment de l'informatique, mais vous avez aussi des enjeux de finance et de théorie des jeux.
qui sont assez intéressants. Donc, j'ai pris ici, en gros, quatre sujets pour parler un petit peu de finances décentralisées. Le premier, c'est celui que j'évoquais, des DEX, Decentralized Exchanges. Je prends un exemple avec QuiPuSwap sur Tezos, qui est un équivalent d'Uniswap sur Ethereum. Donc, ce sont ce qu'on appelle des automated market makers qui répondent à, comme je le décrivais, cette faculté de pouvoir échanger directement sur le smart contract des actifs, mais également à carrément remplacer le broker ou le fournisseur de liquidité. C'est-à-dire que vous allez pouvoir mettre vos actifs dans ce qu'on appelle une piscine de liquidité et être rémunéré en conséquence sur les frais de transaction des gens qui vont utiliser les actifs que vous avez mis dans cette piscine de liquidité. Et donc, tout l'équilibrage de la valeur de la piscine de liquidité se fait selon le code du smart contract. Donc, QuiPuSwap est un exemple d'échange centralisé avec des fonctions d'automated market making. Vous êtes vous-même le market maker et le market making est automatique. J'ai pris aussi SmartLink, qui est un système de séquestre en français décentralisé, avec des modules de delivery versus paiement qui sont en cours d'élaboration. C'est un sujet assez intéressant parce que contrairement à des produits très DeFi comme les automated market makers, comme QuiPuSwap, comme Uniswap sur Ethereum, SmartLink a été pensé pour pouvoir créer des marketplaces en marque blanche sur tout un tas de produits digitaux à échanger. Donc en fait, cette fonction d'escrow décentralisé, de séquestre décentralisé, peut être appliquée à évidemment de l'échange d'actifs crypto assez simple, comme du Bitcoin contre du Thèse, mais également des jetons non fongibles. Donc, par exemple, des œuvres d'art digitales, où on va vérifier de façon automatique que vous avez bien mis la somme dans le smart contract de séquestre, qui va faire ensuite le delivery versus paiement. L'idée qu'il y a derrière, la façon dont ça a été construit, c'est que ça s'adresse à la fois à des acteurs crypto, donc pour de l'échange d'actifs crypto sur blockchain, mais également à des acteurs plus traditionnels qui vont, par exemple, outsourcer les paiements à l'international. Et donc, ce type d'applications, qui sont nativement des applications DeFi, ont vocation à s'adresser à des acteurs aussi plus traditionnels, plus corpos, qui sont non-crypto-native, si je puis dire. Il y a aussi le sujet de ce qu'on appelle les bridges ou les wrappers, qui sont liés à la notion d'interopérabilité, donc la façon dont je vais pouvoir passeporter des actifs d'un protocole blockchain à l'autre. Sur Tezos, on a notamment un protocole qui s'appelle Wrap, qui a été développé par une équipe de développeurs qui s'appelle Bender, qui permet de wrapper des actifs Ethereum pour les représenter sur Tezos. Il est aujourd'hui possible de wrapper une vingtaine de grosses capitalisations à Ethereum sur Tezos, comme du AAV par exemple, ou AAV, et de l'utiliser dans la finance décentralisée de Tezos. Un avantage qu'on peut avoir là-dessus, c'est les coûts de transaction qui sont moindres sur Tezos par rapport à Ethereum. Les stablecoins me semblent importants dans la finance décentralisée, hein, comme une primitive de la finance décentralisée. Lorsqu'on est investisseur, qu'on est utilisateur de services de finance décentralisée, on veut pouvoir prendre ses profits assez rapidement en restant dans cet écosystème décentralisé sans avoir besoin de revenir sur un exchange décentralisé. Et donc, pour prendre ses profits, en général, on choisit un stablecoin. Et donc, on veut pouvoir facilement faire une session entre un actif volatile et son stablecoin. C'est pourquoi les stablecoins sont importants en finance décentralisée. Et on a par exemple un stablecoin qui s'appelle Colibri, qui est un stablecoin qui est collatéralisé en thèse, un petit peu comme le modèle du DAI sur Ethereum, sauf que là, on n'a qu'un seul actif pour collatéraliser sur Tezos, c'est le Thèse. Alors que sur Ethereum, avec le DAI, il me semble qu'il y a de l'Ether, il me semble qu'il y a du BAT, et peut-être d'autres actifs dans le panier.
Et enfin, les tokens non fongibles. Alors, je l'ai mis en finance décentralisée, parce que de plus en plus, les tokens non fongibles, semblent revêtir, ou en tout cas aspirent à être, utilisés comme des produits financiers peut-être pour du prêt, peut-être à être structurés également en divisant, l'ownership entre différents acteurs. Et donc ça me semble important de le mentionner. On va y revenir ensuite dans les cas d'usage. Je passe à l'aspect tokenisation, donc cette fois-ci tokenisation plus centralisée, hein, d'actifs. Alors on a différents cas d'usage sur Tezos, parmi lesquels, celui des monnaies digitales de banque centrale, nous semble être des expérimentations stratégiques pour le protocole Tezos. Le cas d'usage, qui est typiquement, expérimenté, c'est, de la livraison contre paiement d'actifs tokenisés contre, un stablecoin qui représente l'euro, en utilisant, des comptes Target 2, donc en monnaie digitale banque centrale. Donc c'est un vrai enjeu parce qu'aujourd'hui, lorsque vous utilisez, vous passez par des acteurs, comme Euronext, ou que vous passez voilà, sur les bourses traditionnelles, il peut s'écouler 48 heures, avant d'avoir, settlé, la transaction, et que chacune des 2 parties ait d'un côté reçu, la patte, actif, et l'autre la patte cash. Sur blockchain, c'est quasiment instantané. La cohérence du registre, c'est un élément extrêmement important parce qu'aujourd'hui, dans les back-office de banques ou chez les asset managers, vous avez des armées de personnes qui vérifient, sur des équivalents de tableaux Excel s'ils ont bien, les mêmes informations. Sur blockchain, la cohérence du registre assure naturellement, la cohérence des données et la comptabilité, pardon. Lug, donc c'est un stablecoin euro. Donc ça, c'est pas un stablecoin, qui est, de finance décentralisée. C'est un stablecoin, retail compliant qui a été émis, heu, entre le groupe Casino, dans le cadre de la digitalisation de ses paiements, de la rationalisation de son système de points de fidélité, et Coinhouse, qui est un broker, crypto, qui utilise en fait le stablecoin pour ses clients, s'ils veulent, prendre leurs bénéfices plutôt en euros que, en stablecoin USD, par exemple. Donc ça a été pensé comme un consortium, un petit peu comme USDC, qui a vocation à grossir avec d'autres participants, donc des fournisseurs de liquidités, d'autres exchanges, pour, répondre à ces problématiques de stablecoin euro qui sont encore très rares, dans les écosystèmes crypto. J'ai évoqué les infrastructures de marché, ça je pense que c'est important de faire un point là-dessus par rapport à Tezos. Vous pouvez tokeniser des actifs sur blockchain, et jusqu'à présent, la plupart des actifs qui sont tokenisés, ils peuvent être émis, sur un marché primaire, et ensuite ils peuvent être rééchangés, en OTC, over the counter, donc de gré à gré, entre des acteurs financiers, mais vous n'avez pas de place de marché, avec un carnet d'ordre central, qui vous permet, de façon assez naturelle, de mettre vos ordres et d'avoir des marchés beaucoup plus liquides pour revendre, des, actifs digitaux de type security token. Ça, c'est un vrai enjeu pour l'utilisation, institutionnelle des blockchains, et une problématique qui est en passe d'être résolue à plusieurs titres. Vous avez, ERX, qui est une compagnie thaïlandaise qui a obtenu, un agrément du régulateur thaïlandais, pour un exchange, secondaire de tokens, de security tokens et d'actifs digitaux. C'est une plateforme qui est, la seule aujourd'hui à avoir obtenu, cette licence en Thaïlande, et qui supporte, nativement, la technologie Tezos, et qui va commencer cet été, avec, une tokenisation de 80 millions d'euros, sur Tezos, sur le marché thaïlandais. Dans le même type d'exemple, Taurus, donc qui est en Suisse, a obtenu également une licence de la FINMA. Il supporte aussi nativement, la technologie Tezos, et peut, de cette façon-là, commencer à ouvrir un marché, d'échange secondaire pour des security tokens.
Donc c'est très important aussi de voir en proximité avec la zone euro, ce type d'exchange avec un marché secondaire ouvrir sur le continent européen. EquiSafe, c'est une société française qui fait de la tokenisation d'actifs. Donc on parle de compagnies non cotées, on parle d'actifs immobiliers, on parle d'œuvres d'art. Et donc, eux, ils utilisent la technologie Tezos et le registre de la blockchain Tezos pour suivre de bout en bout les sessions d'actifs, pour organiser les assemblées d'actionnaires, avoir la table de capitalisation. C'est une solution qui aujourd'hui est utilisée par plusieurs dizaines d'entreprises qui fonctionnent très bien. Et aujourd'hui, EquiSafe a tokenisé environ 100 millions d'euros d'actifs sur la blockchain Tezos. Société Générale, donc Société Générale connaît bien la technologie Tezos maintenant, il la maîtrise relativement bien. Ils ont fait une émission il y a environ un mois de MTN d'une valeur de 5 millions d'euros sur la blockchain publique Tezos. Ce qui montre que c'est possible pour des acteurs comme Société Générale de faire des échanges de security tokens sur une blockchain publique tout en respectant l'environnement régulatoire auquel ils sont soumis. Et on espère évidemment voir bientôt d'autres émissions de ce type et de façon plus industrielle de la part d'acteurs comme Société Générale. Il est possible aussi de tokeniser des fonds. Donc, comme le fonds d'investissement alternatif de Logical Pictures, qui est une société de production exécutive dans le cinéma, qui consiste en le fait d'investir dans la production de films à travers un fonds. Alors, le security token, en fait, offre aux investisseurs une exposition aux décisions d'investissement du fonds. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un double modèle, c'est que vous avez ce security token-là, et vous avez également un utility token qui est généré dans le temps par les détenteurs du security token, et qui est un token de privilège, qui vise à donner une valeur de marché au privilège d'avoir son nom à la fin d'une bande-annonce de film, de pouvoir participer à des événements, à des festivals de films, par exemple. Et donc, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que vous avez une utilisation du protocole blockchain Tezos pour la tokenisation d'un fonds d'investissement alternatif avec BNP Paribas qui, eux, sont impliqués sur la procédure de KYC et qui distribuent l'offre de token auprès d'une filiale qui s'appelle Ports en Part. Donc, ça a été extrêmement important pour nous d'arriver à impliquer BNP sur un projet de tokenisation sur blockchain publique. Je vais parler assez brièvement des NFT. Alors, ceux qui ont vu le Grand Prix de Monaco récemment ont peut-être vu les logos Tezos sur les arceaux de l'équipe Red Bull, qui a d'ailleurs remporté le prix. On a signé un accord de partenariat avec Red Bull. On prépare en fait un projet de fan expérience de NFT qui sont liés aux fan expérience en Formule 1. On ne peut pas en dire plus pour l'instant. On a différentes plateformes de NFT qui sont construites sur Tezos aujourd'hui avec des modèles un peu différents. Alors, certaines font de la curation, c'est-à-dire font de la sélection. Tous les artistes ne peuvent pas venir créer des collections et les vendre sur la plateforme. Il y a une sorte de ligne éditoriale, si je puis dire, de la plateforme. Donc, Trouzy permet à des artistes de créer des collections, de les revendre également en utilisant de la monnaie fiduciaire, qui est quand même une fonctionnalité qui va devenir assez fondamentale, je pense,
sur les plateformes de NFT pour avoir en tant qu'utilisateur des personnes qui n'ont pas de crypto. Arteia, c'est une plateforme qui est intéressante parce que ils ont développé une solution qui utilise des puces NFC, donc en fait qui relie la représentation digitale d'une œuvre à une œuvre d'art physique qui est bien dans une galerie. Et ça, c'est intéressant aussi parce que on a vu Christie's vendre du NFT Beeple qui était entièrement digital, mais peut-être des maisons de vente aux enchères, des galeristes vont vouloir vendre des œuvres physiques et échanger la propriété de ces œuvres en utilisant la blockchain et les systèmes de tokens. Donc c'est une fonctionnalité qui est, je trouve, assez intéressante. OneNote, une plateforme aux États-Unis avec laquelle on a signé un partenariat également. Donc c'est de la digitalisation de musique et d'objets iconiques liés à des artistes tels que Quincy Jones, Whitney Houston, sur la plateforme Tezos. Le lancement est prévu en juin. Ikatnook, c'est la plateforme aujourd'hui la plus utilisée pour le minting de NFT sur Tezos. Excusez la typo. On compte 14 000 utilisateurs uniques par mois sur Ikatnook, 6 000 ventes journalières pour 100 000 $ d'équivalent thèse. Donc c'est assez important, c'est même très important. C'est une plateforme qui est aujourd'hui très utilisée et qui est assez facile d'usage, qui est assez facile à intégrer pour un galeriste qui voudrait le mettre qui voudrait minter ses œuvres d'art et les proposer à la vente depuis son site internet. Donc c'est une solution qui est intéressante et qui est en cours d'amélioration pour avoir de nouvelles fonctionnalités et augmenter ses usages. Alors j'ai plus beaucoup de temps. La SSI, c'est la Self-Sovereign Identity, c'est le fait de lier en fait un compte Tezos à une identité sur la blockchain. Quel est l'avantage de ça? C'est qu'ensuite, en signant depuis votre compte, vous allez pouvoir accéder à beaucoup de services. Aujourd'hui, lorsque vous créez un compte sur un exchange, vous avez une procédure de KYC. Vous devez donc uploader un certain nombre de documents. Vous avez une procédure où vous allez attendre et vous devez le faire, ainsi de suite, pour un certain nombre d'acteurs, parce que l'information est contenue en silo. Alors qu'on a l'opportunité sur une blockchain, en utilisant les signatures, de réattester de l'identité d'une personne depuis son compte. Et donc l'enjeu, c'est d'arriver en utilisant les standards tels que ceux du W3C, à créer des smart contracts qui vont permettre d'authentifier l'identité d'une personne depuis son adresse et ainsi d'utiliser plus de services plus facilement, de jouer aussi sur des aspects de réputation en termes de comportement des utilisateurs sur les différentes applications. Et donc ça, c'est une étape de développement qui est importante aussi en applicatif de blockchain. On a à ce titre une solution qui s'appelle Spruce, qui développe toute une stack avec un wallet dédié et un certain nombre d'outils qui visent à répondre aux standards tels que les standards EIDAS sur les signatures électroniques, et afin que tout simplement la blockchain puisse être utilisée de façon industrielle pour ces cas d'usage. Alors, il est 19h, je regarde. C'est comme tu préfères. Si tu as quelques cas encore, il n'y a pas de souci, on peut déborder un petit peu si tu veux. Je suis en train de regarder. Je pense qu'un sujet intéressant à aborder, c'est celui du corporate baking. Donc le corporate baking, je l'introduirais en disant que ça offre la possibilité à des entreprises qui utilisent Tezos de rejoindre assez facilement le consensus et d'avoir un certain nombre d'avantages.
Une entreprise qui utilise un protocole comme Ethereum, qui fonctionne par de la preuve de travail, elle ne peut pas facilement rejoindre le consensus d'Ethereum parce qu'elle doit avoir une infrastructure avec une puissance de calcul qu'elle va devoir renouveler tous les 6 à 8 mois pour rester dans la compétition du mining. Et donc, il n'est pas facile pour elle de rejoindre le consensus juste pour créer les blocs. Sur Tezos, vous avez à la fois cette possibilité de rejoindre le consensus facilement parce qu'on vous demande de mettre initialement en enjeu une certaine valeur en thèse, mais en plus, vous allez avoir l'avantage de pouvoir participer à la gouvernance de la blockchain et donc finalement de la technologie que vous utilisez en propre. Ce qu'on s'est dit, c'est qu'on avait une opportunité magnifique sur Tezos, c'était de faire en sorte que cette gouvernance, elle soit constituée au fur et à mesure de professionnels qui utilisent la blockchain et que donc le protocole Tezos évolue de façon beaucoup plus harmonieuse avec ses utilisateurs. Vous avez un certain nombre d'avantages financiers à devenir validateur sur la blockchain Tezos. C'est que vous collectez les rewards en tant que validateur. Vous avez des frais de transaction nuls si vous insérez les transactions dans vos blocs. Et ensuite, vous avez une fonctionnalité qui est assez intéressante, c'est celle du predictable baking. C'est que le protocole Tezos définit environ 15 jours à l'avance les droits d'endorsement et les droits de baking pour les validateurs sur la blockchain. Et ensuite, elle ajuste ces droits selon le comportement des validateurs. Mais on peut avoir de façon probabiliste une assez bonne idée du jour, voire de l'heure à laquelle on va produire le prochain bloc. Donc ça, c'est une fonctionnalité qui est intéressante parce que si je suis un acteur régulé, je vais avoir tendance à m'assurer de l'opérateur de ma transaction et également de l'identité de cet opérateur à qui je vais payer des frais de transaction. Certaines banques, notamment françaises, ont fait l'objet d'amendes sur des transactions à l'international. Elles sont typiquement vigilantes à ce type de fonctionnalité qui leur permet de s'assurer de l'identité du baker au moment de faire un échange de produits financiers sur la blockchain. Ça, c'est un vrai enjeu pour ces questions réglementaires et c'est aussi un vrai enjeu pour des questions de scalabilité et également de marché du baking. De scalabilité parce qu'on peut mieux organiser l'espace disponible dans les blocs au fur et à mesure, organiser un marché du baking de cette façon-là. Et puis les bakers peuvent avoir un carnet de commandes où ils vont réserver un peu d'espace dans leur bloc à l'avance pour des commandes de transactions qui vont être payées à l'avance. Enfin, évidemment, vous allez limiter la dilution qui est liée à l'inflation naturelle du protocole et puis vous allez participer à la gouvernance de la blockchain, comme je le disais. Donc, vous avez ici quelques compagnies qui sont validateurs sur Tezos, qui sont là des compagnies françaises, mais vous avez aussi Signum Bank qui est en Suisse, qui propose des services de staking sur Tezos. Ubisoft, récemment, qu'on a annoncé, est devenu un assez gros validateur sur la blockchain Tezos. Et on compte comme ça onboarder de plus en plus d'entreprises sur la blockchain Tezos pour faire grossir le protocole et faire évoluer la gouvernance en phase avec ses utilisateurs. Alors, comment est-ce que vous pouvez participer d'ores et déjà à l'écosystème Tezos? Alors, vous pouvez lancer un projet sur Tezos si vous le souhaitez. On a toute une stack de code open source et on sera ravi avec le support technique de Tezos de vous aider dans vos projets. Demandez une grante à la fondation Tezos. Vous pouvez aussi choisir de devenir baker, de rejoindre le consensus de validation et la gouvernance. Et puis de participer à l'écosystème
d'utiliser les projets de Tezos, de participer au hackathon en cours ou à venir. Je vous remercie pour votre attention. J'espère que je n'ai pas été trop long et qu'on va pouvoir avoir un échange par la suite. Non, mais déjà, c'est nous qui te remercions. Merci infiniment pour cette super présentation. Et bravo, bravo, parce que c'est pas évident. J'avoue que c'est toujours pas simple d'avoir une exhaustivité d'un d'un projet comme Tezos, c'est pas évident. Et ensuite, on va attaquer les questions. Alors, petite question notamment sur la domiciliation de la fondation. Pourquoi avoir choisi la Suisse pour la fondation Tezos de Franck? Alors, c'est pour des questions juridiques. C'est que les fondations de droit suisse à but non lucratif étaient extrêmement pratiques au moment des ICO pour ensuite financer un écosystème de développement. Je précise quand même qu'au moment de la levée, les équipes de Tezos ont cherché une banque qui accepterait les 232 millions. Voilà, aucune n'a accepté en France. Donc, Très étonnant. Deuxième question. Y a-t-il des critères spécifiques à remplir pour devenir un baker dans la blockchain Tezos? alors, les critères vont être de télécharger d'abord le logiciel pour pouvoir rejoindre la blockchain. Pour commencer à valider des blocs, il va falloir mettre en enjeu au moins 8000 thèses. Ces 8000 thèses, à chaque cycle, comme je l'expliquais au début, il va y en avoir une portion d'environ 500 qui vont être mis en enjeu et ensuite rendus environ 2,3 jours plus tard, si on s'est bien comporté, augmenter des rewards aux validateurs. Et de cette façon-là, on a toujours une proportion de ce stake, de ce qu'on appelle le self-bond qui est mis en staking, qui est mis en enjeu, et une proportion qui est disponible. Lorsqu'on a 8000 thèses, on peut recevoir en staking 8,25 fois cette valeur. Donc ça, c'est pour des raisons de théorie des jeux, qu'on n'ait pas intérêt à tricher. On ne pourrait pas recevoir des centaines et des centaines de millions de thèses juste en ayant mis 8000 thèses en enjeu. Donc il y a un équilibre comme ça qui se fait. Et l'enjeu en général pour un baker en croissance, c'est d'arriver à densifier son self-bond pour recevoir plus en délégation ensuite. En dehors de ça, il n'y a pas d'autres contraintes. Il faut une petite infrastructure. Donc on parle en général de 500 gigas de SSD, 8 gigas de mémoire vive, et puis une procédure pour sécuriser sa clé privée. Et j'en profite, est-ce qu'on peut avoir des rewards négatifs, tu vois, en termes de si en tant que baker, j'ai pas maintenu, j'ai pas fait la mise à jour ou j'ai pas, tu vois, enfin, est-ce que cette notion, non, ok, Pas pour l'instant. Non, non. Pour ok, très l'instant, bien. non, il n'y a pas de. La seule raison qui fait perdre, qui fait perdre des thèses, c'est le mauvais comportement, la tentative de double baking ou ce D'accord, ok, genre de procédure. très bien. Prochaine question de François. Vous mentionnez la tokenisation de fonds par les asset managers, Ports and Park. Est-ce que d'autres asset managers semblent se tourner vers cette solution? Alors, on est en discussion avec beaucoup d'asset managers. Je dirais que majoritairement, c'est la sensation qu'on a, et c'est très lié au monde corpo. Tant que le business plan n'est pas défini de bout en bout, personne n'y va. Il ne faut pas être le premier, il ne faut pas être le dernier, c'est bien d'être le deuxième ou le troisième. Et c'est de cette façon-là que les choses avancent sur à peu près tous les sujets. Ce qui fait que certains asset managers mènent de vrais travaux en interne, s'informent beaucoup et seront probablement prêts soit à utiliser des solutions en marque blanche d'acteurs crypto pour offrir très rapidement des services à leurs clients le jour J, soit vont être très en retard et très dépassés et on verra la différence dans quelques années.
Question de Maxime sur la SSI et les enjeux auxquels Tezos permet de répondre. Est-ce que tu pourrais peut-être redévoiler un petit peu? Je sais que tu as abordé le sujet déjà, mais Tout à peut-être. fait. La SSI, c'est finalement faire de son compte qu'on a sur blockchain un vrai équivalent du compte en banque. Si vraiment je donne un parallèle grossier, c'est ça. C'est-à-dire quelque chose qui se rattache à notre identité, quelque chose qui nous donne des droits. Il y a beaucoup de services qu'on ne peut pas avoir aujourd'hui si on n'a pas de compte bancaire. Et ça, c'est un vrai enjeu pour utiliser la blockchain pour des cas d'usage plus complexes. Par exemple, dans la gestion de la donnée. Le fait d'avoir euh, un véhicule connecté qui échange de l'information sur lequel j'ai la possibilité de transmettre ma donnée, par exemple les données du carnet d'entretien, à différents acteurs dans la chaîne de vie du véhicule, donc le garagiste, celui qui va faire l'entretien technique, la personne qui va louer pour mon compte la voiture, lorsque je vais vouloir revendre la voiture sur un marché secondaire, sur le marché de la revente automobile. C'est extrêmement important de pouvoir suivre de bout en bout cette même identité. Il y a aussi des questions sur l'exclusivité ou le fait de ne pas pouvoir performer d'attaque civile, où je vais créer plusieurs comptes et essayer de manipuler un service, parce que le service prévoit que pour utiliser, même de façon décentralisée, on doit donner certains gages en termes d'identité. Pour des cas d'application tout simples, peut-être auxquels certains d'entre vous vont être confrontés pour participer à des levées de fonds sur blockchain, le fait d'avoir un KYC réutilisable sur une plateforme décentralisée de levée de fonds en token, c'est très pratique. Pardon, une question sur Covalent. Je ne sais pas si ça te parle, l'interopérabilité des data des différentes blockchains. Et si jamais ça te parle, est-ce que vous avez déjà travaillé avec les équipes de ce projet? Alors non, je connais de Voilà. nom. D'accord. À titre personnel, je ne connais pas ces équipes. OK. J'avais une question, notamment sur la token économie derrière Tezos, pour essayer de comprendre, avec l'analogie Bitcoin, tu sais, où tu as le supply qui est capé, et un Mhm. phénomène de rareté qui est installé avec des halvings. Est-ce que tu pourrais nous expliquer comment Tezos aujourd'hui, justement, cette token économie que Tezos est en train de mettre en place, et justement comment le jeton prend de la valeur, quoi. Absolument. Alors, je pense que c'est une question qui est réglée nulle part. C'est-à-dire que quand on regarde un protocole comme Ethereum, où il y a plein de smart contracts, où il y a plein d'applications qui sont valorisées plusieurs milliards et qu'il n'y a pas nécessairement de corrélation avec l'Ether sous-jacent, c'est une vraie question d'arriver à lier les deux. Alors, Tezos n'a pas un modèle de jeton capé comme Bitcoin. La rareté du jeton Tezos aujourd'hui ne fait pas l'objet de réflexions particulières, même si on pourrait tout à fait envisager que, au fur et à mesure des amendements, les tokenomics fassent que on brûle plus de jetons lorsqu'on paye les storage fees. Il y aurait comme ça des processus qui seraient directement liés à l'usage qui pourraient être mis en œuvre. Et voilà, c'est des choses qu'on a à l'esprit. On sait que c'est dans l'esprit des développeurs, notamment d'Ethereum, avec le prochain EIP qui va participer aussi de la raréfaction de l'Ether, qui donne certaines pistes là-dessus. Un mécanisme intéressant, je pense, qui est lié directement au consensus, c'est la façon dont on génère les tokens sur le protocole Tezos. Donc l'idée, c'est de dire, finalement, quand je vais créer mon token sur Tezos, en fait, je vais faire une initial delegation offering, où je vais demander à ce qu'on vienne loquer du Tez auprès de mon propre validateur. Donc je crée mon projet, je crée mon validateur,
et je demande à ce que des personnes viennent loquer du Tez auprès de mon validateur pour générer de façon décentralisée le token que je vais déployer sur chaîne. Ça me semble être une option intéressante parce que du coup, on a un token qui est émis, qui est lié à un collatéral en thèse. Est-ce qu'il y a nécessairement besoin d'un validateur pour faire ça? Non, même si c'est plus performant pour d'autres raisons de le faire avec un validateur, on pourrait juste le faire avec un smart contract en demandant systématiquement que tous les tokens qu'on génère sur Tezos ils se fassent avec une levée de fonds en thèse qui sont laissés sur le contrat, ce qui donne une valeur native au jeton et ce qui crée des prix planchers sur le thèse. Je pense que d'une façon générale, la preuve d'enjeu liquide contribue à la création de prix planchers, puisqu'on a aujourd'hui 80% des thèses en circulation qui sont mis en enjeu. Donc il y a 20% seulement de la supply qui est liquide. Donc au fur et à mesure qu'on va avoir des services qui sont liés aux bakers, puisque les bakers, au fur et à mesure que le marché se construit, ils vont se faire concurrence. Ils vont se faire concurrence sur des polices d'assurance, des engagements qui sont prêts à mettre en place auprès des gros délégataires, en leur disant, bon, bah, sur un an, je suis prêt à vous assurer 6% et demi sur ce que vous m'avez délégué, et je signe ça. Et j'ai un module avec une police d'assurance décentralisée qui va vous rembourser si je ne suis pas capable de vous délivrer ces 6,5% sur les millions que vous m'avez délégués. Il y a d'autres services qui vont être liés au baker, c'est des choses sur lesquelles on a des réflexions. Et c'est comme ça que le marché va se consolider, et c'est comme ça, à mon avis, par le biais de la mise en enjeu qui contribue à la sécurisation du protocole Tezos, que le prix du Tez va augmenter. Très clair, merci beaucoup. Une question sur, dans la continuité du SSI, est-ce que tu aurais peut-être des exemples de POC, de projets spécifiques en cours ou en développement, peut-être à citer ou... Alors, sur les projets de SSI, donc on en a quelques-uns qui sont en cours de développement. Alors à chaque fois, il y a plusieurs niveaux en termes de technologie et en termes de à quel point est-ce que la self-sovereign identity est poussée. On a un protocole de vote décentralisé qui est fait avec de la recherche universitaire et qui devrait être mis en application pour des votes dans une mairie cette année. Donc ça, c'est quelque chose qui est en préparation. On a, en termes de POC, des choses qui sont en développement sur la gestion de la donnée. Mais sur lesquels on peut rien dire d'autre spécialement. On discute avec des groupes comme DocaPost sur ce qui est certification des signatures à la norme eIDAS, parce que c'est pas des choses qui sont faciles à obtenir, et on a maintenant dans l'écosystème Tezos des personnes qui développent des solutions qui demandent à être certifiées par des organismes qui peuvent donner ce type de certification. Voilà. Merci. Une question également sur les crédits carbone. Est-ce que Tezos a déjà eu des cas d'usage, des expérimentations, des expériences sur les crédits carbone, et si oui, avec quelle forme de token? Security, utility ou comportement? Je ne sais pas le terme. Alors, on a sur les disons effectivement sur ce cas d'usage-là, oui, on a des discussions. On a des discussions avec des acteurs dans l'énergie. Mais on a aussi ces discussions-là sur le Bitcoin en lui-même et le fait de pouvoir proposer à des clients du Bitcoin green, entre guillemets. C'est-à-dire que sur Tezos, on a une représentation de Bitcoin qui a en fait un équivalent de Wrapped Bitcoin sur Ethereum. Avec une petite différence quand même, c'est que le Wrapped Bitcoin sur Ethereum, il est conservé par BitGo, qui est un acteur privé, alors que sur Tezos, il est conservé par un consortium qui est mené par une association à but non lucratif en Suisse.
Et donc, ça permet sur Tezos de déplacer du Bitcoin plus rapidement que sur Bitcoin, moins cher, et ensuite de l'utiliser dans la DeFi pour collatéraliser des positions. Puis ensuite, ça va être utilisé pour lever des fonds si on souhaite lever des fonds sur Tezos pour aller lever en Bitcoin, mais avec du Bitcoin Tezos. Et donc, on a eu effectivement cet enjeu avec un gestionnaire d'actifs qui voudrait pouvoir proposer à ses clients du Bitcoin Green, carbone offseté, où dès le départ, on a un système de droit à polluer. On a payé le droit de polluer en amont, mais une fois qu'on a le Bitcoin qui est généré sur Tezos, on peut le bouger sur Tezos sans plus grande préoccupation de la consommation énergétique qu'induisent les transactions. Ok, merci. Je pensais à une question notamment de Vincent. De combien de transactions par seconde enfin, aujourd'hui, Tezos, là, on permet effectivement de comparer les blockchains au niveau transactions par seconde. Comment se situe Tezos et quelle est enfin, tu l'as déjà, je pense que tu l'as cité un petit peu déjà. Alors, Tezos, aujourd'hui, on estime, donc ça dépend en fait de quel type d'actif on veut transférer, si c'est du fongible ou du non fongible. Voilà, comment est-ce qu'on veut. Mais on dirait que par seconde, on peut, sur du Tez, faire 120 transactions par seconde. C'est tout à fait supportable par le protocole. Ce qui est intéressant, c'est que donc, par le biais de la gouvernance on-chain et des travaux de R&D qu'on mène, on pense qu'à la fin de l'année, avec une nouvelle implémentation du protocole Tezos, on pourra atteindre 1000 transactions par seconde. Excuse-moi, parfait, je disais. Merci. Ok, parfait. Je vois que l'heure tourne. Pas d'autres questions à l'horizon. Non, après, les perspectives de Tezos, peut-être en mot de la fin, comme tu viens de les dire, mais de manière peut-être plus générale, si tu veux conclure. Alors, les perspectives de Tezos, je dirais que c'est de continuer à consolider la place qu'on est en train de se faire auprès du monde corpo et des acteurs régulés. C'est très dur parfois parce qu'on essaye d'imposer de la blockchain publique, de faire comprendre à tous ces acteurs l'intérêt de cette technologie, parce qu'on a fait des choix initialement sur le fait d'avoir une couche protocolaire très riche, d'abord pour pouvoir prendre en charge les changements des versions de protocole, plutôt que d'avoir tout de suite un environnement applicatif extrêmement riche avec énormément d'utilisateurs. Aujourd'hui, on pense que c'est quand même une stratégie qui est payante parce qu'on a une communauté assez forte sur Tezos de gens qui développent des outils, des gens qui maintenant développent de l'applicatif, et on a réussi à commencer à se faire une place dans ce monde corpo. Je pense qu'un des objectifs pour Tezos dans l'année qui vient, c'est d'être représenté très officiellement dans une expérimentation stratégique en monnaie digitale de banque centrale, par exemple. Ça serait très important pour nous. Et puis par la suite, tous les 3 mois, on essaye d'avoir une nouvelle version prête pour injecter des améliorations dans le protocole. On compte continuer comme ça sur des années euh, et imposer Tezos comme technologie de blockchain open source. Excellent. Écoute, merci beaucoup. Merci infiniment, Thibaut. Merci à Tezos aussi de nous avoir donné cet honneur d'être sur le Zoom de Blockchain HEC. Merci à tous pour votre présence et puis votre participation. Et puis, je vous dis donc à la semaine prochaine, mardi prochain, pour le pitch de 3 startups blockchain et puis pour la thématique jeudi sur la DeFi.